Lebrun, je suis ici pour examiner votre beau-père, annonça le docteur d'un ton monocorde. Prenez votre temps avec lui, docteur, répondit Germaine. Il n'est pas au SEDA. C'est juste une question de temps, n'est-ce pas, grand-papa? Est-ce que tu es prêt à mourir? Le vieil homme, affalé dans son fauteuil, émit un son qui ressemblait à un oui de soulagement. Oui, ça va être fait vendredi, grommela-t-il. Le docteur Lépine commença son auscultation sous l'œil vigilant de Germaine, qui ne perdait pas une miette de la scène. Elle trouvait que le médecin avait un air un peu trop solennel pour quelqu'un qui allait simplement poser un stéthoscope sur un thorax de 92 ans. Il va falloir des tests plus approfondis, déclara finalement le docteur en rangeant son instrument. Des tests, s'alarma Germaine. Ça va-tu coûter cher, ça? Oui, admit le médecin. Je vais avoir besoin d'un échantillon de ses selles puis de son urine. Grand-papa, qui n'avait pas tout saisi, tourna la tête vers Germaine avec une expression perplexe. Qu'est-ce qu'il dit? Demanda-t-il. Il veut tes bobettes, grand-papa, cria Germaine pour être sûr d'être entendue. Monsieur Lebrun, reprit le docteur en s'approchant de la bouche du patient, il faut que vous gardiez la bouche fermée quand je vous le mets en bouche. Germaine ne put s'empêcher de ricaner. Moi, mon mari me demandait le contraire, voyez-vous? Lança-t-elle avec un clin d'œil à Carole, qui devint rouge pivoine. Le docteur Lépine, ignorant la remarque, poursuivit son travail. Bon, bien, je n'ai pas le choix, soupira-t-il. Il va falloir que je prenne sa température rectale. Vous pouvez m'aider, madame? Avec plaisir, répondit Germaine, les yeux pétillants de malice. Elle se tourna vers grand-papa, qui semblait de plus en plus inquiet de la tournure des événements. Et, la bobette, cria-t-elle. Le docteur fait dire que tu vas avoir une petite surprise. La scène qui suivit fut un mélange de tragédie médicale et de comédie de boulevard. Germaine aidait le docteur avec une énergie débordante, tandis que grand-papa essayait tant bien que mal de maintenir sa dignité. Carole, incapable de supporter la vision de l'examen, s'était réfugiée dans la cuisine, les mains sur les oreilles. « Attention, grand-papa, ne bouge pas, ordonnait Germaine. Non, je ne l'ai pas, là. Ça sera mieux, là. Bonne fête, grand-papa. Quand le calme revint enfin, le docteur Lépine semblait plus épuisé que son patient. Il accepta un café que Germaine lui proposa avec une générosité suspecte. « Vous voulez boire un petit café, docteur? » demanda-t-elle. « Je n'ai pas ça ou un autre comme celui que vous m'avez offert, mais la bouteille est dans la cuisine, là. » Le médecin se dirigea vers la cuisine, suivi de près par Germaine. Elle s'arrêta un instant pour observer grand-papa, qui semblait avoir retrouvé un peu de couleur après l'agitation. « Tu devrais voir ça d'ici, grand-papa, s'esclaffa-t-elle. Tu as l'air d'une grosse pomme caramel. Oh, grand-papa, qu'est-ce que tu fais à ma chaîne? Voyons donc. » Elle s'approcha pour l'aider à se redresser, mais la maladresse légendaire des Lebrun frappa encore. Dans un mouvement brusque, elle fit basculer le fauteuil, envoyant grand-papa et son thermomètre dans une position plus qu'inconfortable. « Arrange-toi un peu, là. Assieds-toi, là. Ah, oui? Assis, à là. Non, non, non. » cria-t-elle alors que le vieil homme glissait inexorablement. Le docteur Lépine revint de la cuisine juste à temps pour voir la catastrophe finale. « Monsieur Lebrun, qu'est-ce que c'est que ça? » s'écria-t-il. « Ah, ben là, grand-papa, on va jouer à la chasse au trésor. » s'exclama Germaine en éclatant de rire. « Ben là, mon ami Lebrun, oubliez ça, là. Je pense qu'il est disparu. » « Disparu? » s'alarma le docteur. « J'en achèterai pas un autre, décréta Germaine, les mains sur les hanches. « Attendez donc, maintenant, vous l'avez disparu? » Le docteur Lépine, visiblement à bout de nerfs, ordonna que grand-papa soit emmené en urgence à l'hôpital. Il fallait explorer la cavité, comme il disait, pour retrouver l'instrument égaré. « Explorer la cavité? » répéta Germaine avec un sourire goguenard. « On dirait qu'il va forer pour trouver des gaz de schiste. »
Au revoir, docteur Lépine. À bientôt, j'espère. Alors que l'ambulance emportait grand-papa vers de nouvelles aventures médicales, Germaine se tourna vers Carole. Grand-papa, tu t'en vas à l'hôpital, et tu reviens pas, murmura-t-elle, un mélange d'agacement et de soulagement dans la voix. La journée était encore loin d'être terminée, mais chez les Lebrun, on savait que chaque crise était simplement une occasion de rire un peu plus fort du destin. Après tout, un thermomètre perdu était peu de choses face à l'immensité de la vie et à la complexité des factures du docteur Lépine. Chapitre 2. Des burgers et des cœurs brisés. Le kiosque de Germaine au marché était bien plus qu'un simple étalage de fruits et de légumes. C'était son royaume, un poste des observations privilégiées sur les travers de l'humanité. Entre deux cajots de pommes et quelques régimes de bananes, elle régnait avec une poigne de fer et une langue bien pendue. Mais ce jour-là, son esprit n'était pas totalement à ses affaires. Une silhouette familière s'avançait dans l'allée, et ce n'était pas n'importe qui. Hop là, murmura Germaine en apercevant son fils, Bruno. Y a pas l'air affilé. J'y pense que j'y tousse bien d'aller rejoindre dans sa forêt enchantée. Bruno s'approcha, l'air sombre, les épaules affaissées. Pour Germaine, voir son fils ainsi était un crève-cœur qu'elle masquait, comme à son habitude, par une avalanche de paroles. Bruno travaillait dans une chaîne de restauration rapide, une occupation que Germaine ne manquait jamais de commenter. Elle le voyait déjà comme le futur roi du burger, même si le sceptre était une spatule à graisse. « Allô mon trésor » lança-t-elle avec une tendresse bourrue. « Salut maman » répondit Bruno d'une voix éteinte. « C'est quoi la promotion cette semaine » demanda-t-elle, tentant de briser la glace. « Des burgers » soupira-t-il. « Ah j'y leur donne bien un » s'exclama Germaine tout en mimant un service frénétique. Bruno, Bruno, regarde, regarde. Boum 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 boum. Elle faisait mine d'empiler des galettes de viande imaginaire à une vitesse phénoménale, ses mains virevoltant dans l'air comme si elle orchestrait une symphonie de restauration rapide. Mais son manège ne semblait pas dérider le jeune homme. Elle s'arrêta net, elle observant avec une acuité maternelle que rien ne pouvait tromper. Ses yeux perçants scrutaient le moindre pli de tristesse sur le visage de son fils. Bon, qu'est-ce qu'il y a là, mon trésor? Pourquoi y est triste ou non? Y a-tu Winnie debout à sa maman? Y a pas encore des problèmes avec la police? Ben non mais. Commença Bruno en hésitant. C'est Geneviève. Le nom tomba comme un couperet. Geneviève, la petite amie de Bruno, elle n'avait jamais vraiment trouvé grâce aux yeux de Germaine, qui la jugeait un peu trop compliquée pour son fils si simple et honnête. Pour Germaine, Geneviève était une source constante de tourments inutiles. « À la belle Geneviève, dit-elle avec une pointe d'ironie. Elle a cassé? Elle écœurante et toujours à y aller. Maman, c'est pas une écœurante. Protesta Bruno, fidèle à ses sentiments. Qu'est-ce que t'as fait? Insista Germaine, persuadée que le tort venait soit de l'une, soit de l'autre, mais qu'il y avait forcément une faute. Elle aime à rien fesser et juste que. Que quoi? Pour être honnête, j'y ai pas envie d'en parler. Germaine hocha la tête, faisant mine de respecter son silence tout en préparant déjà sa prochaine question. Elle connaissait son fils par cœur et savait que le silence n'était qu'une porte mal verrouillée. Je comprends. Qu'est-ce que t'as fait? Bruno leva les yeux au ciel, connaissant trop bien la persévérance de sa mère. Maman, j'y ai pas envie d'en parler. Tu veux un petit café? Proposa-t-elle finalement, sachant que la nourriture et la boisson étaient les meilleurs remèdes aux peines de l'âme dans cette maison. Chez les Lebrun, le café était le lubrifiant social par excellence. Non, mon break est fini, il faut que j'y retourne bien vite. Prends-toi un biscuit avant de partir, j'y ai des pâtes douces. Elle lui fourra un biscuit dans la main comme si c'était un talisman protecteur contre les aléas de la vie moderne. Le soir venu, la cuisine des Lebrun était encore une fois le théâtre de grandes réflexions. Carole était penchée sur ses livres de psychologie, la lampe de bureau jetant une lumière crue sur ses notes complexes. Germaine l'observait en silence depuis le pas de la porte.
Malgré ses boutades incessantes sur les culottes et les rendez-vous galants, elle admirait profondément la détermination de sa fille. Elle voyait en Carole une version plus éduquée et plus calme d'elle-même, une femme capable de comprendre les mystères de l'esprit humain que Germaine, elle, réglait à coups de bon sens et de répliques cinglantes. « Il est bien trop tard pour étudier », commença Germaine doucement, sa voix perdant un peu de son tranchant habituel. « Allô, maman ?» répondit Carole sans lever les yeux. Pas capable de dormir. On fait trop pour Bruno et Geneviève. Germaine s'approcha et posa une main sur l'épaule de sa fille, un geste rare de tendresse explicite qui fit s'arrêter le stylo de Carole. Car on doit avouer que tu m'impressionnes. Étudier en plus de tout le travail que tu fais comme serveuse est vraiment persévérante. C'est sûr que je suis biaisée et ma fille unique, mais celui qui va avoir la chance de te mettre la grappin dessus, ça va être l'homme le plus heureux au monde. Carole sourit, touchée par cet aveu. Pas pire pour une veuve qui a élevé sa fille toute seule? Pas vrai? Germaine se redressa, reprenant immédiatement son masque de femme forte, celle qui ne se laisse jamais attendrir trop longtemps par ses propres sentiments. Quoi reste à faire, c'est pas important. Qu'est-ce que je vais faire pour Bruno et Geneviève? Oh maman, soupira Carole en refermant son livre, je pense qu'on est mieux de se mêler de nos affaires et de les laisser gérer ça tout seul. La psychologie c'est bien, mais parfois il faut juste laisser le temps faire son œuvre. Mais le destin, ou peut être simplement l'âge avancé du patriarche, en décida autrement. De l'autre côté de la pièce, Grand-Papa Adélard émit un gémissement étouffé, un son qui semblait venir du fond des âges. « Qu'est-ce qu'il y a, Grand-Papa » demanda Germaine, l'inquiétude pointant sous l'agacement. « Je me sens pas bien, » répondit le vieil homme, sa main tremblante posée sur sa poitrine. « T'es à 92 ans, c'est normal que tu te sentes pas bien. » rétorqua Germaine, utilisant l'humour comme bouclier contre la peur de perdre le dernier pilier masculin de la famille. « Maman » s'exclama Carole, choquée. « Qu'est-ce que c'est, Peut-être que Grand-Papa est mal pour vrai. » Germaine regarda le vieil homme plus attentivement. Il avait l'air pâle, égaré, ses yeux d'un bleu délavé semblaient chercher quelque chose d'invisible dans la pièce. « Prends pas de chance, il devrait appeler le docteur Lépine, suggéra Carole. « Le docteur Lépine » s'exclama Germaine, l'aspect financier reprenant le dessus avec une rapidité fulgurante. « Il charge 100 piastres de la chouette en dessous de la table. Il revient cher le grand-père. De chance au moins il est assuré pour ses funérailles. »« Maman » cria de nouveau Carole, incapable de s'habituer au pragmatisme parfois brutal de sa mère, ce mélange de survie économique et des ironies macabres. « Ok, je vais l'appeler le docteur Lépine » céda Germaine en se dirigeant vers le téléphone mural. « Tout ça c'est à cause de sa mordue perruche. »« Quoi sa perruche ?» demanda Carole, perplexe. « Oui, il l'a trouvée morte ce matin. »« C'est ça, il doit être triste. » Germaine regarda Grand-Papa avec un mélange de pitié et d'exaspération. Pour elle, un homme ne devrait pas se laisser abattre par le trépas d'un oiseau, même si cet oiseau était son seul compagnon de silence. « Qu'est-ce que tu veux à cet oncle-là? Sa perruche mort, il est sûr qu'il est pas chez les Alice. » Avec un peu de chance. L'attente du médecin commença, et avec elle, une nouvelle série de péripéties dont seule la famille Lebrun avait le secret. Entre les peines de cœur de Bruno qui semblaient insolubles et la santé fragile des Adélard qui menaçait de s'effondrer, la maison n'avait jamais semblé aussi petite, et le cœur de Germaine, malgré ses dénégations et ses rudes paroles, aussi vaste qu'un océan en pleine tempête. Elle savait qu'elle allait devoir porter tout ce petit monde sur ses épaules, encore une fois, et elle s'y préparait avec la détermination d'une guerrière du quotidien. Chapitre 1. Le silence est une denrée rare dans la demeure de Germaine Lebrun, une denrée presque aussi précieuse que le beurre de micelle sur une rôtie chaude. Pourtant, ce matin-là, un calme plat régnait dans la cuisine, seulement interrompu par le ronflement lointain de Grand-Papa qui semblait tester la résistance des murs de sa chambre. Germaine, vêtue de son tablier fleuri devenu sa seconde peau, s'activait avec une énergie que l'on ne trouve que chez les mères de famille ayant élevé 6 enfants sans perdre la raison,
ou du moins, pas totalement. Elle passait un linge sur le comptoir en formica, marmonnant des paroles que seul le bon Dieu, et peut-être le grille-pain, pouvaient entendre. Elle venait de dire qu'elle faisait le ménage, mais dans son esprit, c'était une mission de maintien de la paix. Grandpapa, l'ancêtre de 92 ans qui refusait obstinément de laisser sa place au suivant, n'avait pas dormi depuis 3 jours. 3 jours de veille mystique ou de simple insomnie due à un excès de thé, personne ne le savait vraiment. « Bonjour tout le monde, bienvenue chez Madame Lebrun », lança-t-elle à la cantonade, comme si les murs allaient lui répondre. « Qu'est-ce qu'il y a encore, Grandpapa » s'exclama-t-elle en entendant un grognement venant du salon. « Cela fait 3 jours que tu ne fermes pas l'œil. Tu vas finir par voir des apparitions, et je n'ai pas envie de préparer un couvert de plus pour un fantôme. » Elle fit une pause, une main sur la hanche, et l'autre tenant un plumeau qui ressemblait à un oiseau exotique en fin de vie. Elle se disait qu'elle faisait juste un petit peu de ménage, une transition douce avant de prendre une pause bien méritée. Mais pour Germaine, le mot ménage était un euphémisme. C'était une lutte acharnée contre la poussière, le désordre et les souvenirs qui s'accumulaient dans chaque recoin de cette vieille maison de Bronzeville. Elle s'adressa